Salam alaikum, j'espère que vous êtes en très bonne santé. Alors je me présente, je m'appelle Mohamed Aïsaïn, je suis enseignant des sciences de la vie et de la terre. Donc dans le cadre des séances et des cours à distance, et des séances d'appui et de soutien, encadrées par l'Académie régionale de l'éducation et de formation de la région de l'Oriental et de la délégation provinciale de Gersif, dans cette séance, cette vidéo, je vais vous proposer une séance d'appui et de soutien dans les SVT bien sûr, les sciences de la vie et de la terre, destinée aux élèves de la deuxième année baccalauréat, filière SVT, EPC et plus précisément l'unité 1, consommation de la matière organique et flux de l'énergie. Bien entendu, l'unité 1 elle est subdivisée en deux chapitres. Le premier chapitre est intitulé « Les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule ». Et dans un premier temps, je vous propose de faire un rappel des connaissances principales. Bien entendu, au niveau de la cellule, s'effectuent de nombreuses réactions qui vont permettre de libérer l'énergie qui se trouve dans la matière organique, et cela dans différents niveaux cellulaires. Parmi ces niveaux, il y a le hyaloplasme. En effet, la première des choses, le glucose doit tout d'abord pénétrer vers le hyaloplasme, et au niveau du hyaloplasme, il va subir une série de réactions qui vont permettre à sa fission, ou bien à sa dégradation en deux molécules d'acide pyruvique. Bien sûr, ces réactions sont des réactions qui libèrent de l'énergie sous forme de l'ATP, deux molécules, à partir de l'ADP plus PI, en plus de la réduction de deux molécules de NADH2 à partir de NAD+. Cette série, ou bien ces séries de réactions, se forment une première étape qui s'appelle la glycolyse. Ensuite, le devenir de l'acide pyruvique est conditionné par la présence ou bien l'absence du dioxygène. Par exemple, dans un premier cas, si le milieu est anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène, certaines cellules, pas toutes, c'est-à-dire comme les levures, comme le muscle, ces cellules, elles ont la capacité de convertir l'acide pyruvique soit en acide lactique, soit en deux molécules d'éthanol. L'acide lactique, c'est comme le muscle, et l'éthanol, c'est comme les levures par exemple. L'éthanol plus deux molécules de CO2. Alors cette réaction, c'est une réaction qui nécessite l'oxydation de 2 NADH2, ce qui va permettre à la réduction de l'acide pyruvique. C'est la raison pour laquelle que cette deuxième étape, on peut l'intituler réduction de l'acide pyruvique. Alors, on va déduire donc que le glucose, il a subi deux étapes. Ces deux étapes, glucolyse plus réduction de l'acide pyruvique, constituent les deux étapes de la fermentation. On dit qu'il y a une fermentation lactique dans ce premier cas, ou bien la fermentation alcoolique dans le deuxième cas. Et bien entendu, la fermentation, son bilan énergétique n'est que de ATP, du fait que les deux NADH2 qui ont été formés dans la première étape, ils ont été oxydés dans la deuxième étape. Maintenant, dans un deuxième cas, si le milieu est aérobie, c'est-à-dire en présence de dioxygène, alors l'acide pyruvique, il va poursuivre son processus de dégradation, mais dans un autre niveau cellulaire, et plus précisément un organite qui s'appelle la mitochondrie. Comme vous le connaissez, c'est un organite qui est constitué par plusieurs niveaux, bien plusieurs constituants. L'espace interne, ça s'appelle la matrice. Elle est constituée de deux membranes, une membrane externe et une membrane interne qui est très pliée. Ces plis forment ce qu'on appelle les crêtes. Et bien entendu, ces deux membranes, ils séparent un milieu qui s'appelle un espace intermembranaire. Alors, que va-t-il se passer, l'espace intermembranaire? Que va-t-il se passer maintenant? Tout d'abord, l'acide pyruvique, il doit pénétrer vers la matrice. Et au niveau de la matrice, la première des choses, il va subir une dégradation partielle en acétyl-coenzyme A. Bien sûr, on a deux molécules. Alors, cette dégradation partielle, elle est accompagnée par la réduction de deux molécules de NADH2 avec la libération de deux molécules de CO2. L'acétylcoenzyme A, à son tour, il va poursuivre le processus de dégradation. Il va entrer dans une série de réactions sous forme de cycle qui s'appelle
les réactions du cycle de Krebs et il va se dégrader complètement en CO2, 4 molécules de CO2. Bien sûr, cette dégradation elle est accompagnée par la production de l'énergie, tout d'abord sous forme d'ATP, 2 molécules à partir de l'ADP plus PI, sous forme de FADH2 tout d'abord, 2 molécules de FADH2 vont être réduites en 2 molécules de FADH, 2 molécules de FAD+, pardon, vont être réduites en 2 molécules de FADH2, en plus de la réduction de 6 molécules de NAD+, en NADH2. Alors, entre parenthèses, la FADH2 et la NADH2, ce sont des molécules transporteuses d'électrons et de protons qui vont être oxydées ultérieurement afin de produire de l'énergie utilisable, c'est-à-dire l'ATP. Où va se faire ce processus? Alors là, ça va intervenir la membrane interne. Alors, au niveau de la membrane interne mitochondriale, il existe ce qu'on appelle la chaîne respiratoire, qui est une série de complexes protéiques symbolisés ou bien numérotés complexe 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Alors, que va-t-il se passer au niveau de ces complexes de la chaîne respiratoire? Il va y avoir le processus de l'oxydation. Alors, en détail, que va-t-il se passer? Au niveau du complexe 1, il va y avoir une oxydation de la NADH2 des molécules de NADH2 qui ont été formées dans la matrice grâce au cycle de Krebs ou bien grâce à la formation de l'acétyl-CoA. Bien sûr, cette oxydation, ça va redonner la NAD+, avec bien sûr la libération des H+, et des électrons. On va commencer tout d'abord par le devenir de H+. Alors, que va-t-il passer à la H+? Les H+, vont être libérés par les complexes vers l'espace intermembranaire. Alors, de même, la FADH2, à son tour, va être oxydée en FAD+. Cette oxydation, la même chose, elle est accompagnée par la libération de H+, et de même, les H+, vont être libérés vers l'espace intermembranaire. Maintenant, les H+, d'une part, je répète, ils sont libérés vers l'espace intermembranaire. On va parler maintenant du devenir des électrons. Alors, les électrons qui proviennent de la oxydation, ou bien de l'oxydation, vont être à leur tour transportés d'un complexe à un autre, 1, 2, 3, jusqu'au complexe 5, qui, à son tour, va les transporter vers l'oxygène qui va être réduit en H2O. Donc, on va dire que l'oxygène est l'accepteur final des électrons. Alors, généralement, les réactions qui se manifestent au niveau de la matrice, ils sont continuels, c'est-à-dire ils vont se manifester sans arrêt, ce qui va nous donner de grandes quantités de FADH2 et de NADH2. Et bien entendu, le processus d'oxydation, elle est continuel lui-même, ce qui va nous permettre de transporter une immense quantité des H+, vers l'espace intermembranaire, c'est-à-dire à un certain temps, on va assister à une augmentation de la concentration des H+, dans l'espace intermembranaire en comparaison avec la matrice, et ça forme ce qu'on appelle le gradient protonique H+, ou bien le gradient H+, c'est-à-dire une différence de concentration vis-à-vis des H+, entre l'espace intermembranaire et entre la matrice. Bien sûr, ce gradient, c'est un réservoir d'énergie qui va être utilisé par une autre protéine qui se trouve dans la membrane interne mitochondriale et qui s'appelle le sphère pédonculé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, cette sphère pédonculée? Il va laisser entrer les H+, ou bien il va laisser les H+, pénétrer à nouveau vers la matrice, sauf que cette pénétration, elle est accompagnée par la production de l'ATP à partir de l'ADP plus PI. Alors, on a déduit donc que à partir de l'oxydation de FADH2 et NADH2, il va y avoir la formation de l'ATP. Étant donné qu'une molécule de NADH2, après oxydation, il nous donne 3 molécules d'ATP, alors que la FADH2, son oxydation ne donne que 2 ATP. Alors l'ensemble des réactions qui se manifestent au niveau de la mitochondrie, c'est-à-dire en commençant par la formation de l'acétyl-coenzyme A, les réactions du cycle de Krebs, l'oxydation respiratoire, la réduction de l'oxygène, la phosphorylation de l'ADP en ATP au niveau du sphère pédonculé, toutes ces réactions forment ce qu'on appelle les oxydations respiratoires, qui se manifestent bien sûr dans la mitochondrie.
Donc, en grosso modo, on va dire que la glycose, pardon, bien le glucose, je m'excuse, il a subi une première réaction, c'est-à-dire il s'est divisé en deux acides pyruviques par ce qu'on appelle la glycolyse. L'acide pyruvique dans la mitochondrie, il a subi ce qu'on appelle les oxydations respiratoires, et ce sont les deux étapes du phénomène de respiration. Alors, la fermentation, comme c'est déjà dit, son bilan énergétique était 2 ATP. On va maintenant faire le même pour la respiration. Bien sûr, la production de l'énergie, ça a commencé depuis la formation de l'acétyl-coenzyme A et le cycle de Krebs. Alors, on a 6 molécules de NADH2 plus 2, ça fait 8. Je vous ai dit que chaque molécule de NADH2 donne 3 ATP, c'est-à-dire 8 molécules nous donnent 24 ATP. 2 FADH2, chacune donne 2 ATP, c'est-à-dire le total c'est 4. Ajouté à 24, ça va donner 28. En plus de 2 ATP, ça va donner un total de 30 molécules d'ATP. On va déduire donc que les oxydations respiratoires, ou bien le bilan énergétique de la mitochondrie, ou bien des oxydations respiratoires, c'est 30 molécules d'ATP. Pour la glycolyse, vous avez 2 molécules d'ATP. Pour la NADH2, alors son mécanisme d'oxydation afin de produire de l'ATP, alors on va distinguer 2 voies. Une première voie nous donne toujours 3 ATP, comme c'est déjà discuté dans la mitochondrie. Dans ce cas, 2 molécules de NADH2 donnent 6, plus 2, ça fait 8. Dans ce cas, on va dire que la glycolyse, son bilan, c'est 8 ATP. Ajouté à 30, ça va donner un bilan énergétique total de la respiration qui est égal à 38. Mais dans d'autres cas, la NADH2 qui provient de la glycolyse ne donne que 2 ATP, c'est-à-dire les deux molécules donnent 4 molécules d'ATP, ajouté à 2, ça fait 6, c'est-à-dire c'est pas 8, et on va dire que la glycolyse ne donne que 6 ATP, ajouté à 30, ça donne un bilan de 36. En grosso modo donc, la respiration, son bilan énergétique, c'est soit 36, soit 38, selon les cas. Alors on passe. Alors, les objectifs principaux de ce chapitre seront donc comparer la respiration et la fermentation par l'exploitation des données d'observation et d'expérimentation, déterminer la relation entre la respiration et la fermentation et les structures cellulaires intervenant à partir d'exploitation des données, appliquer le raisonnement scientifique, c'est-à-dire observer, proposer ou bien dégager une problématique, proposer une hypothèse et ainsi de suite, sur des données en relation avec la respiration et la fermentation, dégager les conditions de respiration et fermentation à partir des données d'observation et d'expérimentation, déterminer les étapes essentielles des réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule et son bilan énergétique, décrire les constituants et l'ultrastructure de la mitochondrie, structure et ultrastructure bien sûr, en relation avec les réactions respiratoires, comparer le bilan énergétique de la respiration et de la fermentation et calculer le rendement énergétique, exprimer graphiquement les phénomènes de la respiration et la fermentation et réaliser un schéma bilan. Et bien sûr, ce sont des objectifs qu'on a essayé d'atteindre en faisant le rappel que je vous ai proposé. On passe. Maintenant, pour le chapitre numéro 2 de la première unité, elle est intitulée « Le rôle du muscle squelettique strié dans la conversion de l'énergie ». Et bien sûr, je vais vous rappeler tout d'abord des connaissances principales. Chapitre 2, il a été subdivisé en plusieurs parties. Par exemple, dans une première partie, on a vu l'étude expérimentale de la contraction musculaire, et cela par l'analyse des myogrammes obtenus. Et on a remarqué que lorsqu'on excite ou bien on stimule le muscle, on peut obtenir plusieurs myogrammes. Parmi ces myogrammes, il y a ce qu'on appelle la secousse musculaire isolée. C'est un enregistrement dans lequel on a stimulé un muscle. Une première stimulation, ça nous donne un enregistrement qui a été constitué de 3 étapes. Une première étape très courte qui s'appelle le temps de latence. Une deuxième étape, c'est une étape de contraction dans laquelle la tension augmente. Une troisième étape qui s'appelle l'étape du relâchement dans laquelle la tension diminue. Bien sûr, cet enregistrement, il se caractérise par ce qu'on appelle l'amplitude et la durée qui constitue la durée de l'enregistrement.
Alors, dans un deuxième enregistrement, vous avez vu le phénomène du fusion incomplète. Comment obtenir ce phénomène, Eh bien, en appliquant deux stimulations à un muscle, de même intensité bien sûr, et bien sûr ces deux stimulations, ils sont plus ou moins éloignés, et plus précisément, la deuxième stimulation était durant la phase du relâchement du premier enregistrement, bien de la première réponse. C'est la raison pour laquelle on a obtenu deux enregistrements qui sont partiellement fusionnés avec une amplitude élevée du deuxième réponse par rapport à la première réponse. Pourquoi elle a été élevée? C'est grâce au phénomène d'intégration, ou bien, voilà, un phénomène d'intégration. Et pour le troisième enregistrement, c'est la fusion complète. C'est quoi la fusion complète? C'est un enregistrement de deux, ou bien c'est un enregistrement d'une réponse d'un muscle à deux stimulations, sauf que les deux stimulations, ils sont tellement rapprochés, et la deuxième stimulation était durant la phase de contraction de la première réponse. On a obtenu en réalité deux enregistrements, bien deux réponses qui sont totalement fusionnées sous forme d'une seule réponse avec une amplitude qui est énorme en comparaison avec la secousse musculaire isolée. Une quatrième réponse ou bien un quatrième myogramme, c'est le tétanos imparfait. En réalité, le tétanos imparfait n'est que un ensemble de fusions incomplètes du fait que le tétanos il a été enregistré en appliquant plusieurs stimulations, toujours d'une même intensité à un muscle et toujours, regardez, en comparaison avec la fusion incomplète, toujours l'excitation, bien la stimulation suivante était durant la phase du relâchement de la réponse précédente. Okay? Et bien sûr, on a obtenu une amplitude qui augmente au fur et à mesure, ou bien d'un enregistrement à un autre. Okay? Et bien sûr, le tétanos parfait, c'est quoi? C'était une fusion complète, ou bien un ensemble de fusions complètes du fait qu'on a appliqué plusieurs stimulations aux muscles et qui sont très rapprochées, et du fait aussi que la stimulation prochaine était toujours pendant la phase de contraction de la réponse précédente, c'est-à-dire un ensemble de fusions complètes qui ont été étalées sur un temps qui est plus ou moins long. Et bien sûr, dans la dernière, ou bien dans le dernier myogramme, vous avez vu le phénomène de recrutement. Partiellement, ce phénomène, comme enregistrement, il ressemble au tétanos imparfait. La seule différence, c'est que dans le phénomène de recrutement, à chaque fois, on augmente l'intensité de la stimulation et on obtient le même résultat, c'est-à-dire à chaque fois qu'on augmente l'intensité de la stimulation, l'amplitude il augmente petit à petit et la cause c'était quoi? C'était qu'à chaque fois on augmente la stimulation, bien l'intensité de stimulation, le nombre de fibres qui vont se contracter, il augmente petit à petit. Et bien sûr, lorsqu'on recrute toutes les fibres, c'est-à-dire tout le muscle se contracte, et ben on va obtenir une amplitude qui est fixe malgré que toujours on est en train d'augmenter l'intensité de stimulation. On passe. Dans un deuxième temps, vous avez étudié les phénomènes thermiques et chimiques qui accompagnent la contraction musculaire. En ce qui concerne les phénomènes thermiques, alors le muscle en contraction dépense ou bien dégage deux types de chaleur. Il y a la chaleur initiale qui va se dégager simultanément avec la secousse musculaire. Et là, une amplitude très grande, c'est-à-dire la quantité, elle est très grande, mais elle ne dure qu'un laps de temps très réduit, quelques millisecondes. La chaleur retardée, quant à elle, elle se manifeste, ou bien elle est dégagée à la fin de la secousse musculaire. Elle est moins ample, c'est-à-dire sa quantité elle est faible par rapport à la chaleur initiale, mais il peut durer longtemps, jusqu'à 2 minutes. En ce qui concerne les phénomènes chimiques maintenant, alors lorsque le muscle se contracte, l'approvisionnement du muscle en oxygène et en glucose, c'est-à-dire la quantité d'oxygène ou de glucose qui arrive jusqu'aux cellules musculaires, s'élève, la masse du glycogène y stockée, c'est-à-dire la masse du glycogène qui se trouve stocké dans le muscle, il va diminuer, c'est-à-dire qu'il a été consommé, avec la libération d'immenses énergies chimiques et ATP, chimique ATP et thermique, c'est-à-dire température, avec le dégagement croissant d'H2O, de CO2 et de l'acide lactique. Qu'est-ce qu'on déduit? Donc, le muscle a recours à la respiration
et à la fermentation. Autrement dire, lorsque le muscle se contracte, il a besoin de faire la respiration et ou la fermentation, puisqu'il constitue la source de son énergie. On continue. Dans un troisième temps, vous avez étudié la structure et l'ultrastructure du tissu musculaire et mécanisme de la contraction. On va commencer par la structure et l'ultrastructure d'un muscle squelettique. Alors le muscle, à travers ses tendons, il est relié avec le squelette. Et le muscle proprement dit, il est constitué d'un ensemble de fibres musculaires sous forme de faisceaux, c'est-à-dire un ensemble de fibres. Et ces faisceaux, bien sûr, sont collés ou bien adjacents grâce à un tissu conjonctif qui est très très riche en artères, en veines, en nerfs et ainsi de suite. Alors par exemple, regardez ce faisceau, c'est un ensemble de fibres musculaires où chaque fibre est considérée comme une cellule musculaire qui s'appelle myocyte. Une cellule musculaire. Puisque c'est une cellule, alors elle est entourée par une membrane cytoplasmique qui s'appelle le sarcolème ou bien membrane sarcoplasmique. L'intérieur, c'est-à-dire le cytoplasme, ça va être appelé le sarcoplasme. Et on va trouver dedans plusieurs organites, à savoir noyaux, sauf que plusieurs noyaux, à savoir les mitochondries et d'autres organites. Alors, on a trouvé aussi que même la fibre, à son tour, elle est constituée de petites fibres qu'on les appelle les myofibrilles. Maintenant, qu'est-ce que c'est que les myofibrilles? On passe. Alors, au niveau de la fibre, regardez, la fibre, c'est une cellule musculaire. Elle est bien sûr entourée par une membrane qui s'appelle sarcolème. On trouve dedans des noyaux, des mitochondries, c'est-à-dire des organites. On a pris regarder ces myofibrilles, au nombre de 5 par exemple, et on les a agrandis pour trouver, ou bien pour chercher quelques détails. Alors on répète, ça c'est un fragment de la fibre. Elle est entourée par une membrane sarcoplasmique ou bien le sarcolème. L'intérieur, on trouve des organites, entre autres, il y a la mitochondrie. Il y a aussi celle-là qui a été symbolisée ou bien colorée en bleu. C'est ce qu'on appelle le réticulum sarcoplasmique. Et vous connaissez que ce réticulum, son rôle essentiel, c'est stocker le calcium, qui est un facteur très indispensable à la contraction. Bien sûr, il y a aussi ce qu'on appelle les tubules transverses. Ce sont de sortes de canaux qui ont pour objectif ou bien pour rôle transporter l'influx nerveux vers l'intérieur de la fibre afin de stimuler toutes ces constituants. Et bien entendu, il y a l'élément le plus important, ce sont les myofibrilles. Voilà, ce sont toujours la forme, ils ont une forme semblable avec la fibre, c'est-à-dire cylindrique. Si on prend maintenant une myofibrille et on cherche ces détails, on a trouvé que la myofibrille, elle est constituée de deux types de filaments qui sont de nature protéique. Un filament, il a été regardé, symbolisé en rouge, il a été coloré en rouge, il est plus ou moins épais, qui s'appelle le filament de myosine, alors qu'en bleu, c'est un filament moins épais, il est très fin, qui s'appelle le lactine. Et bien sûr, regardez qu'ils se chevauchent, regardez entre les actines et les myosines, ils se chevauchent les uns des autres. C'est la raison pour laquelle que le muscle il a été appelé strié. Vous avez vu aussi que les actines ou bien l'ensemble des actines sont reliées entre eux par un disque qui s'appelle la ligne ou bien le strie Z. Et puisque l'actine elle est fin en comparaison avec la myosine qui est très épais, alors au niveau de la zone où se trouve que l'actine, c'est une zone qui est très claire qui s'appelle la zone ou bien le strie I. Alors que cette zone, constituée d'actine et de myosine, c'est une zone qui va se voir très dense, qui s'appelle la bande dense, ou bien la bande A. Le centre de cette bande, elle est constitué que de myosine, alors que ses limites, c'est-à-dire de part et d'autre, on trouve la myosine et l'actine. C'est la raison pour laquelle que les limites seront très denses, alors que le centre sera moins dense. Le centre, ça s'appelle le strie Z, c'est une zone plus ou moins claire. C'est bon? Alors, vous avez vu aussi que la distance entre deux stries Z adjacents s'appelle le sarcomère. On continue. Maintenant, on va essayer d'étudier la composition moléculaire de l'actine et de la myosine. Qu'est-ce que c'est que l'actine? Qu'est-ce que c'est que la myosine? Et en même temps, on va essayer de déduire le mécanisme de la contraction. Alors, on va prendre un fragment d'actine
il a été coloré en mauve et un fragment de myosine coloré en vert pour voir les détails. Alors, je vais commencer par l'actine. Regardez, l'actine, elle est constituée de 3 types de molécules. Il y a le premier type, le très répandant. C'est les molécules d'actine. C'est la raison pour laquelle que tout le filament il a été appelé actine. En marron, vous avez un autre type de protéine qui s'appelle la troponine. Et ce petit filament en blanc, ça s'appelle la tropomyosine. En grosso modo, on dit que le filament d'actine, il est constitué de protéines d'actine, protéines de troponine et protéines en blanc qui s'appellent la tropomyosine. Pour le filament de myosine maintenant, regardez qu'il est constitué de plusieurs molécules qui s'appellent la molécule de myosine. Chaque molécule, elle est constituée de têtes qui sont portées sur un support, celui-là. C'est bon? Et regardez que la molécule ou bien la tête de myosine, sa fonction principale, c'est hydrolyser l'ATP afin d'extraire de l'énergie. Comment va se faire maintenant la contraction? La première des choses, il nous faut une excitation efficace. Regardez, la cause de l'excitation, c'est la libération de, ça c'est le calcium en vert. Regardez le calcium, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fixé sur la troponine et regardez le résultat de la fixation. Ça laisse voir ce qu'on appelle les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. Regardez ces sites, dans le premier cas, étaient invisibles, étaient cachés. Pourquoi? Parce que la tropomyosine, celle-là en bleu, il les cache. On dit que la tropomyosine et la troponine, en absence du calcium, ils jouent un rôle inhibiteur, c'est-à-dire ils ne laissent pas les sites de fixation apparents ou bien visibles. Mais à cause du calcium, les sites de fixation, regardez, ils ont été symbolisés par des traits qui sont blancs. Ils sont maintenant apparents. Et puisqu'ils sont apparents, la tête de myosine, il peut se fixer sur l'actine. Regardez, les têtes de myosine, il s'est fixé sur les protéines d'actine. Il y a formation ce qu'on appelle le complexe actomyosine ou bien les ponts transversaux. OK? Bien entendu, maintenant, puisque la tête de myosine, il a été fixé sur l'actine et il a de l'énergie issue de l'hydrolyse de l'ATP, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a subi une rotation. Alors, il a fait une rotation puisqu'il est attaché à l'actine, donc ça va permettre à l'actine de bouger, c'est-à-dire il a retiré l'actine. Donc le strizède, il va être rapproché à l'autre strizède. Que va-t-il se passer maintenant? Une autre molécule d'ATP va se fixer sur les têtes de myosine, ce qui va permettre à la dissociation de l'actine et de la myosine. Maintenant, la prochaine étape, vous auriez deux cas. Premier cas, si l'excitation persiste, qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a toujours une excitation, c'est-à-dire toujours que le calcium est fixé sur la troponine, c'est-à-dire toujours les sites de fixation ils sont visibles, la tête de myosine, qu'est-ce qu'il a fait? Regarder, il a hydrolysé de l'ATP et il s'est fixé sur les têtes de myosine, il a subi une rotation, il s'est dissocié de l'actine, il s'est refixé sur l'actine, c'est-à-dire que le phénomène va se répéter, ce qui va nous donner une contraction musculaire. Pour le deuxième cas, si maintenant l'excitation s'arrête, c'est-à-dire la stimulation s'est arrêtée, pas d'influx nerveux, donc le calcium, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir vers le réticulum sarcoplasmique, c'est-à-dire que les sites de fixation vont être à nouveau cachés et ça va permettre bien sûr à l'actine et à la myosine de revenir vers leur état initial, ce qui va nous donner un relâchement. Alors à partir de ce mécanisme, on peut déduire les différents changements qu'un sarcomère ou bien un myofilament a subi pendant sa contraction. Un petit rappel, ça c'est une photo réelle d'un myofibrie, et plus précisément une partie de la myofibrie qui est le sarcomère. Alors qu'est-ce que c'est que le sarcomère? Il est constitué par exemple, ou bien la myofibrie, il est constitué d'une bande claire, il est constitué de l'actine, ça représente le strizède, c'est un disque qui relie l'actine, alors que la deuxième bande, c'est une bande sombre, dense, ça c'est une bande claire qui s'appelle I, la bande sombre qui s'appelle A. Regardez les limites de la bande sombre, ils sont très denses, alors que le centre, elle est moins dense. Alors le centre, il contient que la myosine, alors que les limites de part et d'autre, on trouve l'actine et la myosine. Alors le centre, il a été appelé la zone H. Regardez, lorsqu'on compare un muscle relâché avec un muscle contracté, c'est-à-dire du relâchement vers la contraction, on remarque que tout d'abord, la bande claire, il s'est rétréci. Regardez, sa taille, il devient moins petite. La bande sombre, elle est toujours la même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement.
La bande H, regardez, elle-même, il s'est rétréci. Il a disparu totalement, pratiquement. Et bien sûr, regardez, les stries Z, ils se sont rapprochés. C'est-à-dire que le sarcomère, il a diminué de taille. Imaginez maintenant que tous les sarcomères, ils se sont contractés. Ça va provoquer la contraction de la myofibrie. Toutes les myofibrilles se contractent, donc toute la fibre va se contracter. Et toutes les fibres, lorsqu'ils se contractent, ça va permettre à la contraction de tout le muscle. On va continuer. Alors, dans la dernière partie, vous avez vu ce qu'on appelle les voies de renouvellement de l'ATP nécessaires à la contraction musculaire, qui sont en nombre de 3. Il y a les voies de renouvellement rapides anaérobies, qui ne nécessitent pas l'oxygène, qui sont 2. La première, c'est à partir de la phosphocréatine, une molécule très riche en énergie, symbolisée PC. Il peut réagir avec l'ADP, ce qui va permettre à la production de l'ATP plus créatine, plus chaleur initiale. La deuxième, bien sûr qui est très rare, celle-là elle est très rare, c'est à partir de l'ADP. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 molécules d'ADP vont réagir entre eux pour nous donner l'ATP plus l'AMP. La deuxième voie, ça s'appelle la voie lente anaérobie, dans laquelle, ou bien autrement dire, la voie lente anaérobie, ce n'est que la fermentation lactique. Alors, chimiquement, on peut la symboliser comme suit. Qu'est-ce que c'est que la fermentation lactique? C'est lorsque le glucose se divise en 2 molécules d'acide lactique. Bien sûr, il va se diviser tout d'abord en acide pyruvique qui va se convertir en acide lactique. Et comme bilan énergétique, vous avez 2 molécules d'ADP vont être phosphorylées en 2 molécules d'ATP. La dernière voie, c'est la voie lente aérobie, c'est-à-dire, autrement dire, c'est la respiration cellulaire. Chimiquement parlant, c'est une molécule, c'est la molécule du glucose qui va être divisée ou bien dégradée en molécules de glucose. Et ça nécessite de l'oxygène qu'en fin de compte va être réduit en H2O. Et bien entendu, cette réaction phosphoryle 36 à 38 ADP en 36 à 38 ATP avec la production de la chaleur retardée. On continue. Voilà dans le deuxième chapitre, le rôle du muscle squelettique strié dans la conversion de l'énergie. Alors, les objectifs principaux de ce chapitre peuvent être regroupés comme suit. Alors, vous êtes censé d'analyser et d'expliquer les myogrammes obtenus, c'est déjà fait. Comparer entre la fibre musculaire en contraction et celle en relâchement. Appliquer le raisonnement scientifique sur les données en relation avec la contraction musculaire. Expliquer les mécanismes de la contraction musculaire en exploitant la structure et l'ultrastructure du muscle squelettique strié. Déterminer les phénomènes chimiques et thermiques accompagnant la contraction musculaire. Déterminer la relation entre ces phénomènes chimiques et thermiques et la contraction musculaire, dégager les voies de renouvellement de l'ATP et leur relation avec la nature de l'effort physique et réaliser des dessins explicatifs des mécanismes de la contraction musculaire. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vais vous proposer une méthodologie, l'étude de la méthodologie de traitement de la résolution d'un exercice qui traite bien sûr la première unité du programme et qui a été extrait d'un examen national. Et comme modèle, je vous propose le premier exercice du deuxième constituant de l'examen de juin de 2019, la filière de PC. Donc bien sûr, malgré que cet exercice a été proposé pour les élèves de la filière PC, même les élèves de SVT peuvent le traiter du fait que la première unité est une unité commune entre les élèves de la filière PC et SVT. Bien sûr, comme première consigne, vous devez lire l'intégralité de l'exercice. Vous pouvez même le télécharger à partir du site du ministère. Alors, je vous conseille de lire l'intégralité de l'exercice pour comprendre la problématique posée. Essayez vous-même de résoudre vous-même les questions pour que vous puissiez, vers la fin, ou bien ensuite, comparer vos réponses avec les réponses qui figurent dans la vidéo. Bien sûr, vous avez tout le droit de gérer le déroulement de cette vidéo en faisant des pauses et ainsi de suite pour bien assimiler les consignes proposées. Alors, dans cet exercice, les connaissances qui ont été visées dans l'exercice
sont la notion de la respiration, la structure et l'ultrastructure de la mitochondrie, la chaîne respiratoire, la phosphorylation oxydative, le bilan énergétique de la respiration. Alors les objectifs principaux de cet exercice qu'on a essayé de les évaluer bien sûr, comparer à partir de l'exploitation des données d'observation et d'expérimentation, c'est-à-dire la capacité de comparaison, déterminer la relation entre le phénomène de respiration et les structures cellulaires mises en jeu à partir de l'exploitation des documents, appliquer le raisonnement scientifique, c'est-à-dire élaborer une problématique, suggérer une hypothèse, la vérifier et ainsi de suite sur des données relatives à la respiration, déterminer les conditions de la respiration à partir de l'exploitation des données, déterminer les étapes des réactions de production de l'énergie emmagasinée dans la matière organique, et décrire les constituants, la structure et l'ultrastructure de la mitochondrie en relation avec les réactions respiratoires. On passe. Alors on va démarrer le traitement de l'exercice. Bien sûr, je vous ai donné une consigne, il faut le lire intégralement. Ensuite, je vais le résoudre partie par partie. Alors, la première donnée. Afin d'étudier la relation entre les réactions responsables de la consommation d'oxygène et la libération d'énergie au niveau du muscle, on suggère les données suivantes. Lors des compétitions dans les zones de haute altitude, c'est-à-dire l'altitude en comparaison avec le niveau de la mer, les performances physiques des athlètes exerçant dans les zones de basse altitude s'affaiblissent. C'est-à-dire que les athlètes qui se sont familiarisés avec les basses altitudes, lorsqu'ils essayent de faire des performances physiques dans les hautes altitudes, ils vont ressentir une certaine faiblesse. Afin de déterminer les causes de cette baisse de rendement physique, une étude a été réalisée pour suivre l'évolution des records, le record, c'est-à-dire le temps qui a été enregistré dans le marathon en fonction de l'altitude par rapport au niveau de la mer. Le tableau du document 1 montre les résultats obtenus. Alors, la consigne, ou bien la question, en vous basant sur le document 1, décrivez, c'est-à-dire la capacité de décrire. Décrivez les variations des records enregistrés en fonction de l'altitude, c'est-à-dire comment le temps varie en fonction de l'altitude. Alors, à partir du document 1, la consigne ou bien la question était d'écrire les variations des records enregistrés en fonction d'altitude. Alors, quelques consignes ou bien quelques critères de réussite, c'est-à-dire comment puis-je savoir est-ce que ma réponse est juste? Alors, comment décrire? Tout d'abord, il faut s'exprimer à partir du document donné. Il faut justifier par donner des valeurs. Bien sûr, vous pouvez choisir la valeur minimale, la valeur maximale. Et bien entendu, il faut utiliser une expression simple, convenable et juste, bien sûr, durant la description. Alors, qu'est-ce que c'est demandé? C'est demandé de décrire la variation du record enregistré en fonction de l'altitude. Regardez que les altitudes qui ont été proposées, ce sont de Rabat, Colorado, dans les États-Unis, la Mexique et la Bolivie, c'est-à-dire La Paz et Mexico. Regardez que les temps enregistrés ou bien les records enregistrés, ça augmente petit à petit ou bien au fur et à mesure que l'altitude augmente. C'est-à-dire dans les basses altitudes comme Rabat, on a enregistré un record qui est minimal, alors que les grandes altitudes comme La Paz en Bolivie, on a enregistré un record qui est maximal. Alors je vous propose l'élément de réponse suivant. Vous réussirez si vous arrivez à dire « On observe une élévation du record du marathon avec l'altitude, le record enregistré durant le marathon de Rabat où l'altitude est plus petite et minimale contrairement au marathon de La Paz, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'élévation de l'altitude, le record enregistré est très grand. » On continue. La deuxième donnée maintenant, pour illustrer la relation entre l'altitude et la baisse de rendement physique, les athlètes du marathon des athlètes du marathon, on propose le document 2 qui présente l'effet de l'altitude sur la quantité de dioxygène qui approvisionne les cellules. C'est-à-dire que le facteur qui a été rajouté dans l'exercice maintenant, c'est le dioxygène. Est-ce que la quantité de dioxygène qui arrive aux cellules, est-ce que ça influence sur le rendement? La question. En vous basant sur les documents 1 et 2, proposez une hypothèse pour expliquer la relation entre l'altitude et la baisse de rendement physique des athlètes du marathon. Alors vous êtes invité à partir de la figure 1 et 2,
d'élaborer ou bien de proposer une hypothèse pour expliquer quelle est la relation entre l'altitude et la faiblesse du rendement physique chez les athlètes. Alors, quelques consignes pour bien élaborer une hypothèse. Il faut comprendre la problématique posée. Qu'est-ce que c'est que la problématique posée? Comment l'altitude influence sur le rendement physique des athlètes et relier entre ces éléments pour élaborer une hypothèse qui est logique, bien sûr, logique ça veut dire qui est raisonnable, à partir des informations extraites, avec S, extraites, tirées, c'est une faute de frappe, tirées du document proposé, accent ES, les informations. Voilà. La question était à partir du document 1. Alors, on va commencer du document 1. Si vous avez fait attention, on n'a pas étudié cette information dans la question 1. C'est le moment de le faire. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que la pression partielle de l'oxygène, c'est-à-dire en quelque sorte la concentration de l'oxygène, la quantité de l'oxygène, comment ça varie en fonction de l'altitude. Regardez à Rabat où l'altitude est minimale, la quantité ou bien la pression de l'oxygène, elle est énorme. Alors que dans La Paz, la Bolivie, puisque l'altitude elle est très grande, on remarque que la pression elle est minimale. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'altitude augmente, la pression de l'oxygène diminue. Bon, ça c'est un. À partir maintenant de la figure 2, on remarque que, regardez, on va chercher la concentration de l'oxygène qui arrive ou bien qui approvisionne la cellule. On s'est intéressé à la cellule. Et cela dans deux cas. Lorsqu'on est au niveau de la mer, c'est-à-dire le niveau 0, ou bien lorsqu'on est dans le sommet d'Everest. Je vais commencer par le niveau de la mer. Regardez, la quantité d'oxygène qui se trouve dans l'air, c'est à peu près, je vais dire 160 ou bien 170. Mais la quantité d'oxygène qui approvisionne la cellule, ou bien la pression de l'oxygène dans la cellule, ça arrive à combien? Regardez, ça c'est le maximal, ça c'est le minimal. Le maximum, ça peut atteindre 100 mm3, l'unité c'est mm3. Ça, c'est lorsqu'on est au niveau de la mer. Lorsqu'on se trouve maintenant au sommet de l'Everest, c'est-à-dire ce graphique, la quantité d'oxygène qui peut approvisionner la cellule, ou bien la pression de l'oxygène qui approvisionne la cellule, ça ne dépasse pas une quantité à peu près de 35 à 40. Qu'est-ce que vous remarquez? Lorsqu'on se trouve au sommet, c'est-à-dire l'Everest, la quantité d'oxygène ou bien la pression d'oxygène qui arrive à la cellule est minimale, ça ne dépasse pas quelques 30, quelques 40, alors que lorsqu'on se trouve dans le niveau 0, la pression de l'oxygène qui approvisionne la cellule, elle est importante. Je pense maintenant que c'est logique, ou bien qu'on peut maintenant relier ces éléments afin d'élaborer une hypothèse qui est logique. Alors je vous propose le suivant. Vous réussirez si vous arrivez à dire, selon le document A, la pression partielle de l'oxygène diminue avec l'altitude. Donc, dans les hautes altitudes, la quantité d'oxygène délivrée aux cellules est insuffisante, contrairement à l'altitude 0. Selon le document 2, bien sûr, ce qui provoque, puisque la quantité d'oxygène qui va arriver à la cellule est minimale, elle est insuffisante, ce qui provoque la baisse du rendement physique des athlètes. On continue. Troisième donnée, pour déterminer le rôle de l'oxygène dans les réactions respiratoires responsables de la production de l'énergie, voilà un troisième facteur qui a été introduit. La production de l'énergie en relation avec le dioxygène. Déjà, on a déduit que le dioxygène, le manque de dioxygène, comme hypothèse, c'était la cause de la baisse du rendement physique. Alors, cellulaire ATP, on réalise l'expérience suivante. Une suspension mitochondriale a été placée dans un milieu riche en oxygène avec l'addition de composés réduits RH2, ADP et PI. Bien sûr, ces trois éléments, en plus de l'oxygène, ce sont des réactifs pour la mitochondrie. La mitochondrie a besoin de ces réactifs pour faire des oxydations. Le suivi de l'évolution de la quantité du dioxygène et de l'ATP dans le milieu a permis d'enregistrer les résultats représentés dans le document 3. Le document 4 montre la chaîne respiratoire responsable de la production d'ATP au niveau de la membrane mitochondriale interne. Alors, il vous demande dans la troisième question, en vous basant sur le document 3 et 4, regardez toujours, c'est demandé d'extraire l'information à partir de l'exploitation des documents.
la relation entre l'oxygène et la production d'ATP. Et dans la quatrième consigne, la quatrième question, en vous basant sur ce qui précède, vérifiez l'hypothèse proposée dans votre réponse à la question 2. Alors, je vais commencer par la question 3. La question 3, la consigne était montrer la relation entre l'oxygène et la production de l'énergie cellulaire. J'ai oublié de mentionner l'énergie. La production de l'énergie cellulaire ATP. Alors, critère de réussite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exploiter les documents, c'est-à-dire 3 et 4, proposés d'une façon enchaînée, c'est-à-dire essayer d'extraire les informations et les classer, tout en appliquant le raisonnement scientifique pour expliquer le phénomène étudié. Par exemple, à partir du document 3, regardez, qu'est-ce qu'on déduit? Lorsqu'on a ajouté le RH2 et l'ADP et le PI, la vitesse de consommation d'oxygène il a augmenté, c'est-à-dire la concentration d'oxygène, il diminue brutalement, et la production de l'ATP, il a augmenté d'une façon considérable, puis il continue son développement suivant un rythme qui est constant. Dans le deuxième temps, lorsqu'on a fait la même chose, c'est-à-dire lorsqu'on ajoute les mêmes réactifs, ça garde la même vitesse de développement, ou bien de réaction. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que au fur et à mesure, ou bien le moment où la concentration d'oxygène a diminué, l'ATP, il a augmenté, ce qui prouve qu'il y a une relation entre deux. C'est quoi cette relation? On va essayer de l'extraire à partir du document 4. Qu'est-ce que ça représente le document 4? C'est déjà vu dans le rappel. Ça représente les oxydations respiratoires. Alors au niveau du complexe C1 et C2, il y a ce qu'on appelle l'oxydation de RH2 en R+. Celle-là même, c'est RH2, c'est une faute de frappe. RH2, attaché. RH2 a été oxydé en R+. Regardez que l'oxydation, elle est d'une part accompagnée par la libération de H+, vers l'espace intermembranaire, et de l'autre part, les électrons, regardez, ils se sont transportés d'un complexe à un autre jusqu'au dernier complexe qui va à son tour les transférer vers l'oxygène. Alors l'oxygène, en plus des électrons et des protons, va être réduit en H2O. De l'autre part, on a dit que les protons vont fabriquer ou bien construire ce qu'on appelle le gradient. Le gradient va être utilisé par un autre complexe qui s'appelle le sphère pédonculé, ou bien C5, pardon. Il a été symbolisé C5. Et bien sûr, ce pompage, ou bien cette introduction de l'H+ vers la matrice, elle est accompagnée par la libération de l'ATP à partir de la phosphorylation de l'ATP. Qu'est-ce qu'on déduit? Alors, s'il n'y avait pas d'oxydation, s'il n'y avait pas de réduction de l'oxygène, il n'y aura plus la production de l'ATP. Tout est enchaîné, c'est ce qu'on appelle déjà la phosphorylation oxydative. C'est-à-dire la production de l'ATP, elle est liée avec ou bien couplé avec la réduction de l'oxygène. Ce qui explique pourquoi la quantité d'oxygène il va diminuer parce qu'il a été converti en H2O. Et ce qui explique pourquoi la quantité d'ATP il a augmenté parce qu'il a été produite par le sphère pédoncule. Alors je vous propose les éléments de réponse suivants. Vous allez réussir si vous arrivez à dire dans le document 3, celui-là, après l'ajout de RH2, l'ADP et PI, on observe une diminution de la concentration d'oxygène, alors que la concentration d'ATP augmente dans le milieu. Dans le document 4, celui-là, au niveau de la chaîne respiratoire, l'oxydation des RH2 est suivie par l'évacuation des protons H+ vers l'espace intermembranaire et la formation d'un gradient de ces protons, utilisé par les pédoncules sphériques ou bien les sphères pédonculées pour la production de l'ATP, donc augmentation de sa concentration. En plus du transfert d'électrons à travers les protéines de la membrane interne de la mitochondrie jusqu'à le dioxygène, qui sera réduit en H2O, donc la diminution de sa concentration. Puisque l'oxygène va être réduit en H2O, ça va diminuer sa concentration. Et ainsi, la production de l'ATP, elle est couplée avec la consommation d'oxygène. Et on a répondu à la question. Alors, l'utilisation de l'oxygène ou bien la réduction de l'oxygène, elle est liée avec la production et de l'énergie, je répète une faute de frappe, l'énergie cellulaire ATP. On continue. La quatrième question, c'était vérifier l'hypothèse proposée dans votre réponse à la question 2. Bien sûr,
on va essayer d'utiliser toutes les données. Par exemple, à partir du document A1, pardon, on a déduit que puisque au fur et à mesure que l'altitude augmente, la pression de l'oxygène elle diminue. Ok? C'est-à-dire que la cellule va être approvisionnée par une petite quantité d'oxygène lorsqu'on est dans les grandes altitudes. Et puisque la cellule va être approvisionnée d'une très faible quantité d'oxygène, que va-t-il se passer? Le fonctionnement de la chaîne respiratoire va être altéré, c'est-à-dire il va se dérouler d'une vitesse qui est très très basse. Automatiquement, la production de l'ATP sera très très petite et bien sûr, ça va affaiblir le rendement des athlètes. Voilà, je vous propose le suivant. Dans les hautes altitudes, on remarque une diminution de la pression d'O2. Donc, la quantité du dioxygène qui atteint les cellules du corps sera petite et minimale, ce qui limite la production d'ATP au niveau de la chaîne respiratoire et cela provoque une baisse remarquable dans le rendement, une faute de frappe, des athlètes en comparaison avec les régions de basse altitude. On passe maintenant à la dernière donnée de l'exercice. Pour surmonter la baisse du rendement physique des athlètes, c'est-à-dire ils vont proposer maintenant une solution. Des athlètes, lors de la participation aux compétitions sportives dans les hautes altitudes, les préparateurs physiques des athlètes ont recours à l'entraînement dans les régions de haute altitude, c'est-à-dire les préparateurs physiques proposent aux athlètes de faire des exercices ou bien des entraînements dans les hautes altitudes pendant les 3 mois qui précèdent la compétition, c'est-à-dire pendant 3 mois avant de faire la compétition. On va chercher pourquoi. Le document 5 présente les résultats des analyses effectuées chez un athlète avant et après les entraînements dans la région de La Paz en Bolivie. La consigne, question 1, comparer les variables indiquées dans le document 5 chez l'athlète avant et après l'entraînement dans la région de La Paz. On va comparer donc entre 2 cas ou bien 2 états, avant et après. 5b, c'est une synthèse en quelque sorte, en vous basant sur vos connaissances et les données précédentes, expliquez l'impact, c'est-à-dire pourquoi, l'impact de l'entraînement, dans les zones de haute altitude sur le rendement physique des athlètes. Alors, la consigne demandée dans la question 5a, c'était comparer les variables indiquées dans le document 5 chez l'athlète avant et après l'entraînement dans la région de La Paz en Bolivie, c'est-à-dire la région de haute altitude. Alors, quelques critères de réussite tout d'abord pour que la comparaison soit juste et soit acceptable. Une bonne comparaison consiste à dégager les points communs, si ça existe bien sûr, et les points de différence entre les 2 cas, tout en évitant de faire une description du premier cas et du deuxième cas. Ça veut dire que vous êtes censé tirer les points de différence et les points communs, si ça existe, entre les 2 cas, et éviter de faire une description du premier cas et vous passez vers le deuxième cas. Ça, c'est pas demandé. Vous devez faire une comparaison simultanée des 2 cas. Alors, comme vous pouvez le remarquer, les variables qui ont été étudiées sont les globules rouges, les globules blancs et l'hémoglobine, entre parenthèses, qui est une protéine présente dans les globules rouges et qui joue un rôle important dans le transfert de l'oxygène aux cellules. Vous remarquez que avant l'entraînement, les quantités de ces variables étaient petites, étaient basses. Regardez l'exemple des globules rouges, 4,5 10 à la puissance 6 avant l'entraînement. Cette quantité passe à 5,17 10 à la puissance 6, ça augmente. La même chose pour les globules blancs, la même chose pour l'hémoglobine, ça augmente. Et je vous propose comme comparaison, après l'entraînement dans la région de La Paz, c'est-à-dire lorsqu'on s'entraîne dans une région de haute altitude, le nombre des globules rouges et blancs et la quantité d'hémoglobine enregistrés sont élevés par rapport à ceux enregistrés avant l'entraînement. Voilà, on passe
On passe à la dernière consigne, la dernière question. C'était expliquer l'impact de l'entraînement dans les zones de haute altitude sur le rendement physique des athlètes. Bien sûr, il vous invite à utiliser toutes les données précédentes, c'est-à-dire pourquoi les athlètes, lorsqu'ils font des entraînements dans les régions de haute altitude, pourquoi ça va, comment dirais-je, ça va rendre leur performance très forte. Alors, quelques consignes ou bien quelques critères de réussite de la capacité d'explication. Qu'est-ce que c'est qu'expliquer? L'explication se fait par l'exploitation des connaissances acquises et surtout les données proposées pour montrer les effets de l'entraînement dans les régions de haute altitude sur le rendement physique des athlètes. C'est-à-dire, je répète, comment l'entraînement dans les hautes altitudes influence positivement sur le rendement physique des athlètes. C'est-à-dire répondre à la question pourquoi? Pourquoi les entraînements dans les hautes altitudes vont favoriser un rendement positif des athlètes? En utilisant, alors on avec EN, je m'excuse, une faute de frappe, en utilisant des expressions simples et le raisonnement scientifique bien sûr. Alors quelles sont les données que je vais exploiter? Par exemple, à partir du document 5, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que après les entraînements, la quantité de l'hémoglobine et des globules rouges, elle a augmenté. C'est-à-dire l'athlète, il aura une concentration énorme de l'hémoglobine dans son corps. Et puisque l'hémoglobine transporte l'oxygène, c'est-à-dire la cellule va être approvisionnée d'une très grande quantité d'oxygène. Qu'est-ce que ça va provoquer? Si la cellule est approvisionnée d'une très grande quantité d'oxygène, que va-t-il se passer à la chaîne respiratoire? Il va s'accélérer, c'est-à-dire son rythme de fonctionnement va s'élever. Et bien entendu, puisque le rythme va s'accélérer, le sphère pédonculé à son tour va s'accélérer, va s'activer et il va produire une quantité énorme de l'ATP. Et puisque l'athlète maintenant a une quantité énorme d'ATP, ses performances vont être à haut niveau, c'est-à-dire ça va aider l'athlète à finir ou bien faire ses compétitions physiques dans les bonnes conditions. Est-ce que c'est clair? Voilà. Je vous propose donc l'exploitation ou bien l'explication suivante. L'entraînement dans les régions de haute altitude provoque chez les athlètes une augmentation du nombre des globules rouges et la quantité d'hémoglobine, ce qui favorise l'approvisionnement des cellules avec une quantité importante de dioxygène et ainsi l'activation et l'accélération de la chaîne respiratoire et la production des quantités importantes d'ATP au niveau des cellules musculaires, donc l'amélioration du rendement physique des athlètes. Voilà, donc notre séance touche sa fin. Je vous remercie énormément pour votre attention, et de votre assistance. Et bien entendu, je vous souhaite une très bonne chance et un très bon courage. Et à la prochaine. Merci.